introduction, je voulais vous dire bonjour et bienvenue à tous dans ce live dédié à la botanique qui est organisé par l'association Délire d'encre dans le cadre de la semaine sur la botanique. Parce que oui, il y a eu d'autres choses qui ont été faites sur la botanique avant. Vous avez été nombreux à participer au quiz. Je crois qu'il y en a plus de 220. 220 personnes qui ont répondu au quiz qu'on avait fait jeudi dernier. Peut-être que vous avez aperçu aussi notre conseil lecture sur la thématique de la botanique. Et il y a eu aussi le fameux tuto vidéo qui a été posté il y a peu, qui permettait de réaliser un herbier photographique. Il faut savoir que toutes ces choses-là qu'on fait en ce moment dans le cadre du confinement, c'est disponible et c'est publié et c'est valorisé sur le site d'Écosciences Sud. Donc si à l'avenir vous voulez continuer à venir voir ce qu'on fait, ce sera sur d'autres thématiques. Là, c'est l'ultime chose qu'on fait sur la thématique de la botanique, c'est ce live avec Yann Perret. Et ensuite, on passe à une autre thématique qui sera l'astronomie et l'espace. Alors, Yann, merci déjà d'être là. Peut-être que De tu rien. pourrais commencer par te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et pourquoi je t'ai invité toi en particulier. Oui, bien sûr. Donc, je suis Yann Perret, je suis actuellement en doctorat au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Et donc, je travaille sur les méthodes de suivi de la dynamique des populations de plantes, c'est-à-dire les méthodes qui vont permettre de déterminer les trajectoires de populations d'espèces menacées, protégées, etc., pour savoir si certaines espèces présentent un risque d'extinction ou non, et quand est-ce qu'il est nécessaire d'intervenir pour protéger certaines espèces, etc. Donc, voilà, ça c'est mon sujet de doctorat que j'ai commencé il y a 6 mois. Et donc, je suis aussi botaniste amateur, quoi. Donc, j'ai un peu la fibre naturaliste, donc ça me plaît beaucoup depuis plusieurs années. Bon, en tout cas, le sujet de ta thèse, moi personnellement, en tout cas, m'apparaît comme super important, comme presque capital même, je dirais. Oui. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu pourrais pas nous... Si tu n'avais pas été biologiste, si tu n'avais pas été jusqu'à faire une thèse sur ce sujet-là, Ouais. qu'est-ce que tu aurais fait d'autre si tu n'avais pas été chercheur? Euh, Pas en biologie en tout cas. je pense que je pense que j'aurais fait de la sociologie. Enfin, c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours été très curieux. Donc, je pense que c'est vrai, ça aurait été un choix possible pour moi si j'étais pas parti dans la biologie, effectivement. Ok, Mais, de la socio. Très bien. Et j'avais une autre question que j'avais envie de te poser. Alors, elle est moins fun que la première, mais comment ça se passe pour un doctorant en ce moment? Vu le contexte actuel, j'imagine que en fait, ton activité de chercheur, de ouais, chercheur débutant en tout cas, elle est impactée par la crise sanitaire, le coronavirus, etc. oui, tout à fait. Pour répondre à ta question, Simon, je pense que moi, mon travail a été pas mal impacté par le confinement, notamment. Mais je pense que ça dépend, c'est-à-dire, c'est pas le cas de tous les chercheurs, par exemple de mon laboratoire. Je pense que pour les chercheurs qui ont plutôt une activité de recherche théorique, c'est pas forcément très impactant. Par contre, pour moi, suis sur un sujet de recherche très expérimental où j'ai besoin de collecter des données sur le terrain, et bien, tout simplement, ma saison de terrain de cette année a été annulée quasiment dans son intégralité parce que je travaille sur des espèces de plantes qui fleurissent au printemps et notamment en zone méditerranéenne, cette période-là est passée. En fait, c'était ces 2 derniers mois. Donc voilà, pour l'instant, moi, mon travail a été impacté de manière importante parce que mon travail le reste de l'année se base en fait sur les données collectées durant ces quelques mois de terrain. Mais voilà, c'est pas le cas de tous mes collègues. Certains n'ont pas forcément été impactés de manière très importante. En tout cas, tous les travaux voilà, de collecte de données sur le terrain ont été annulés
cette année. Donc, certains pourront être rattrapés après la fin du confinement et d'autres, comme mon cas, pas forcément. Ok. Alors, bon, j'espère que c'est pas non plus trop la déprime hein, vis-à-vis de ces échantillonnages que tu dois faire sur le terrain. Peut-être que tu as la possibilité de t'adapter. Comment tu comptes justement t'adapter à ça? Est-ce que tu vas changer de sujet carrément pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, avoir des résultats qui peuvent être récoltés? Ou est-ce que, je sais pas, tu reportes simplement à plus tard cette période de collecte? Eh bien, ouais, on envisage plusieurs choses. Pour le moment, c'est vrai qu'on a peu de visibilité sur comment va se passer la suite. Mais il y a un certain nombre d'expérimentations que pouvoir décaler cet automne, si on peut aller sur le terrain. Euh, donc en changeant les espèces que j'avais choisies, remplacer des espèces, enfin, pour les remplacer par des espèces plus tardives. J'espère que je vais pouvoir collecter une partie des données que je prévoyais de collecter cet automne. Et puis après, je vais essayer l'année prochaine d'avoir une saison de terrain plus longue, voilà, de remplacer un peu comme ça. Et puis, peut-être que je pourrais être prolongé un peu, enfin, peut-être que mon contrat de doctorat pourrait être prolongé de quelques mois pour me permettre peut-être de faire du terrain également en troisième année. Oui, Voilà, parce il que y a plus. Pardon. mmh. Non, mais à la base, c'était pour expliquer aux gens qui regardent. À la base, peut-être que tu l'as dit, mais un doctorat, ça doit durer 3 ans en théorie, Tout à mais ça fait, peut éventuellement être poussé un peu plus loin si besoin. tout à fait. D'ailleurs, il y avait Kada qui posait la question de en quelle année de thèse tu es? Alors, je crois que tu y as déjà répondu, il n'a peut-être pas été assez attentif. Je suis en première année, je me souviens pas si je l'ai déjà Ouais, dit. c'est 6e mois même, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai C'est au commencé tout en début de ta octobre thèse. dernier. D'accord. Je vais essayer de rappeler aussi aux gens qui sont dans le chat et qui sont en train de nous regarder. Vous pouvez suivre l'exemple de celui qui s'appelle Kadda et qui a posé une question. En fait, vous avez le droit de poser des questions. Vos questions sont même les bienvenues. Le live qu'on est en train de faire, c'est ce que j'aime appeler un live sur mesure pour 2 raisons. Premièrement, vous pouvez interagir avec nous via le chat. Et j'ai un collègue qui s'appelle Nicolas qui sélectionne les questions que vous posez et qui me les rapporte. Deuxièmement, on va aborder, entre autres, des questions qui ont été présentées dans le quiz de la semaine dernière. Donc, on va dire que les questions qui se sont avérées être les plus challengeantes pour vous, on va les réaborder ici, et on va les développer un petit peu, on va discuter un peu de ça tous les deux, Yann et moi. Donc, finalement, ça s'adapte vraiment à ceux qui ont répondu au quiz et aussi à vous qui sont en train de nous suivre là sur le live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, le premier point je le rappelle, vous avez été 230 personnes, on me dit, 230 personnes à répondre au quiz. La première question qui a été assez challengeante pour vous, c'est sur la question de la biomasse, ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire le poids que pèseraient tous les individus d'une espèce ou d'une famille si on les réunissait tous ensemble. Et il y avait une question qui portait là-dessus, qui vous demandait est-ce que c'était les plantes, ou est-ce que c'était les bactéries, ou est-ce que c'était les animaux, ou est-ce que c'était les champignons. La bonne réponse, vous l'avez vu, c'était les plantes, mais vous avez été énormément à répondre que c'était les bactéries. Alors Yann, je t'apprends aussi les chiffres sur cette question. Il y Oui, a 36 personnes dis-moi. des gens qui ont répondu que c'était les bactéries qui pesaient le plus lourd. D'accord. Est-ce que ça t'étonne? Moi, personnellement, j'ai fait le quiz également. Et c'est vrai que sur cette question, autant sur les plantes, je savais que c'est les plantes qui avaient la biomasse la plus importante parmi les groupes d'espèces proposées. Mais c'est vrai que sur les bactéries, j'avais pas forcément une idée très claire où elles se plaçaient dans le classement de biomasse totale. Donc en me renseignant, j'ai vu qu'ils étaient en deuxième après les plantes. Peut-être que Simon, tu peux montrer la Ça en figure, hein. deuxième. Voilà, tout à fait. Euh, et euh, comment dire, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à vous dire sur la place des bactéries. Je suis pas du tout spécialiste de la question. Par contre, pour expliquer que les plantes sont en premier, je peux peut-être vous en dire un peu plus.
Et effectivement, il y a une logique derrière le fait que les plantes soient en premier. C'est parce qu'en fait, ce sont ce qu'on appelle en écologie, on appelle ça les producteurs primaires des écosystèmes. C'est-à-dire que quel que soit l'environnement qu'on va choisir, par exemple euh, une zone côtière, je veux dire l'océan ou une forêt ou une prairie, etc. Euh, la, la matière organique qui va servir aux autres groupes d'espèces, elle est produite au départ par des plantes, par ce qu'on appelle la photosynthèse. Euh, et donc, c'est en fait les plantes, grâce à la photosynthèse, qui vont permettre de fixer du carbone qu'on appelle non organique, le carbone en fait du CO2 de l'air, et qui vont donc, avec la photosynthèse, grâce à l'énergie apportée par la lumière du soleil, vont créer de la matière organique. Et ensuite, cette biomasse produite voilà, par les producteurs primaires D'accord. va être mangée par des herbivores, par exemple. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a la création de matière dans le vivant, elle se fait uniquement grâce à la photosynthèse et donc grâce aux végétaux. Tous les autres groupes d'organismes, ils ne font que manger des plantes ou manger ceux qui ont mangé les plantes. Tout à fait. Alors, je crois qu'il y a, comme souvent en biologie, sur presque toutes les questions, il existe quelques exceptions. Je crois qu'il y a certains organismes qui arrivent à générer de la matière autrement que par photosynthèse, mais c'est vraiment anecdotique. C'est dans les fonds marins, à quelques endroits, dans des conditions bien particulières. Mais autrement, c'est toujours les plantes qui vont produire la première matière organique dans un milieu. Ok, très bien. Et peut-être, Simon, que tu peux nous montrer la figure avec la pyramide, tu sais? Oui, je la vois, la Voilà, tout à fait. pyramide. Euh, pour illustrer un peu ce que je dis là, je pense que cette figure est pas mal parce que ça, c'est comment résumer ça? C'est quelque chose qui est en écologie est assez fondamental, c'est-à-dire que il y a une loi qui est assez ancienne qu'on appelle la loi des 10%, qui dit que d'un niveau de la chaîne alimentaire au suivant, ce qui va être transformé en matière organique, c'est environ 10% de ce qui est mangé. C'est-à-dire que là, par exemple, sur enfin, je m'excuse, la figure est en anglais, mais vous voyez la base de cette pyramide, c'est 100%, c'est des producteurs primaires. Vous voyez, il y a l'énergie solaire qui arrive à ce niveau-là. Pardon, Donc c'est les plantes. voilà, là, en l'occurrence, c'est les plantes. Euh, D'accord. ou en milieu marin, ça va être les algues, enfin Oui. le plancton par exemple. Hein. Mais en tout cas, c'est des organismes végétaux. Et Mhm. ensuite, vous avez au niveau suivant, vous avez les consommateurs primaires. Donc, par exemple, dans des prairies, ça va être des herbivores, des insectes herbivores ou des ruminants, par exemple. Et ensuite, vous avez les consommateurs secondaires, etc. Et en fait, plus vous montez dans la chaîne alimentaire, plus vous voyez la taille de la section de pyramide diminue. Qui, et là, sur ce schéma, en l'occurrence, ça diminue de 10% à chaque fois. C'est-à-dire que seul 10% de la matière qui est mangée est réellement transformée en matière. Donc, D'accord, donc ça il y a énormément de pertes en fait. C'est ça, dans ce processus de transmission de tout la à fait, matière des plantes vers les herbivores, vers les tout à fait, carnivores, il y a énormément de pertes de matière. C'est pas tout à fait. optimal du tout en fait, ça marche pas bien du coup. On peut dire ça, oui. Et On pourrait dire ça. comment dire, ça explique aussi, je pense, beaucoup de choses qui sont un peu de l'histoire naturelle, mais ça explique par exemple pourquoi un troupeau de bisons va avoir besoin d'une très grande surface de prairie pour se nourrir. Mhm. Parce que là, en l'occurrence, c'est des consommateurs primaires, ils mangent directement des végétaux, et pourtant, c'est des très gros animaux. Alors on pourrait dire qu'il y a une sorte de paradoxe, mais en réalité, ils exploitent en fait de très grandes zones, ce qui leur permet d'avoir suffisamment de matière pour entretenir Mhm. une très grande masse corporelle. D'accord. Oui, on peut dire qu'en fait, finalement, s'ils exploitaient toute la matière qu'ils bouffaient, ils auraient besoin de 10 fois moins de surface. Oui, tout à fait, Ils pourraient vivre dans les tout petits prés, tout à dans une fait. toute petite prairie. Euh, je je t'interromps juste 2 secondes parce qu'il y a des questions qui ont été remontées par Nico. Oui.
les gens se demandent quel score tu as fait au quiz. Parce que tu as eu le malheur de dire que tu avais fait le quiz. Et du coup, les gens, ils veulent savoir quel score tu as eu, quoi. J'ai C'est fait normal parce une, que tu as fait une faute. j'ai fait une faute et je me souviens plus à quelle question. Tu même pas eu 10 sur 10. C'est terrible. Non. C'est terrible. Alors que j'ai aidé à faire le quiz. Néanmoins, je crois que tu as eu la meilleure note, honnêtement. Ah, Je crois que la deuxième meilleure note que j'ai croisée, parmi les gens que je connais qui m'ont rapporté les résultats qu'ils avaient, c'était un 8. Donc je d'accord. crois que tu as eu la meilleure note, à part moi, puisque j'ai conçu le quiz et que du coup j'avais toutes les bonnes réponses. Mais c'est un peu triché. C'est pas une question, mais c'est de nouveau Kada qui veut revenir sur ce que tu as dit sur l'exception. Alors, l'apport en matière organique qui se ferait que par les plantes, sauf exception. Et du coup, tu en as Ouais, parlé un petit peu. Et lui, il les a même nommés. Il a dit que c'était les d'accord. chimiotrophes. Tout Voilà. à fait. Parce qu'au lieu de Et, produire de la matière avec de l'énergie solaire, ils le font grâce à de l'énergie chimique, j'imagine. tout à fait. J'avoue que je serais bien incapable de vous en dire beaucoup sur ce sujet-là, mais il me semble que c'est le long des dorsales océaniques, voilà, où il y a de l'eau chauffée qui sort de la croûte océanique et qui est chargée en certains éléments chimiques, et donc par une réaction particulière, certaines espèces arrivent à créer de la matière organique à partir de l'énergie liée à ces sources particulières. Voilà, il me semble que c'est ça, mais en Oui, tout non, cas, mais c'est ça, ça. Mm. d'accord. J'ai déjà vu des vidéos. Je pense que c'est facile de trouver des vidéos sur YouTube de ce Oui, tout à fait. phénomène-là. Ça a été filmé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, parce qu'on ne savait pas aller au fond des océans aussi profondément dans les océans avant. Mais on a fini par réussir à y envoyer des sous-marins, etc., qui pouvaient filmer. Et il y a de belles vidéos de petites crevettes qui effectuent une symbiose avec des bactéries, je crois, qui sont capables de faire D'accord. ça. Et du coup, les bactéries transmettent une part de cette énergie à leur hôte, les crevettes. Et c'est assez impressionnant parce que les crevettes, du coup, doivent survivre à des conditions de température incroyables. Le genre de température où normalement on cuit les crevettes pour les manger. Ces crevettes-là survivent sans problème, au contraire, vont chercher la source de soufre, je crois. Voilà. Je crois que pour les questions du chat, on y est. Tu avais autre chose à... On peut parler aussi de... Moi, je me demande si ce dont tu parlais, donc la biomasse, le poids Ouais. que pèsent les plantes sur la biomasse des plantes, le poids que pèsent les plantes si on les réunissait toutes sur Terre, est-ce que elle a évolué dans le temps? C'est la question que je me pose. En France et dans le monde. Est-ce qu'il y a même une différence entre comment le pourcentage de végétaux évolue en France par rapport à l'évolution du pourcentage végétaux dans le monde, par exemple? Eh bien, tout à fait. Je pense qu'elle a même évolué de manière très importante au cours du temps. Euh, Notamment, je pense que, par exemple, durant les ères glaciaires, comme une grande partie de la Terre est gelée, je pense que la biomasse est beaucoup plus faible que durant les périodes chaudes comme celle que nous vivons actuellement. Ça, c'est plutôt sur voilà, l'échelle de grandes échelles de temps. Et ensuite, sur des échelles de temps plus courtes, de l'ordre du siècle ou de la décennie, je pense qu'il y a également des variations importantes de la biomasse qui, pour les temps récents, est essentiellement liée, je pense, aux activités humaines. C'est-à-dire que les écosystèmes qui produisent le plus de matière, c'est des forêts tropicales humides. Et ce sont des types d'écosystèmes qui sont fortement exploités par l'homme. Je veux dire, il y a beaucoup de déforestation pour exploiter les bois et transformer les terres en pâturage, par exemple, si on pense à l'Amérique du Sud. Et donc ça, forcément, ça a détruit une importance qu'on appelle un puits de carbone, donc un type d'écosystème qui va stocker beaucoup de carbone, créer beaucoup de biomasse. Et donc le fait de transformer ces écosystèmes-là en zones de prairies, qui ne sont pas des milieux qui produisent beaucoup de biomasse, voilà, je pense que ça a un impact très important sur la biomasse totale, entre guillemets. Euh, Quel est Oui. l'ordre de grandeur, je ne saurais pas vraiment vous dire, mais je pense que Oui, intuitivement, de toute façon, on devine ouais, que quand on compare une forêt
très âgées avec d'immenses arbres et une prairie ou même pire, un gazon de jardin, clairement, il y a beaucoup plus de biomasse dans la tout à fait. forêt que dans notre prairie. Et pour les écosystèmes qui produisent beaucoup de biomasse, il me semble bien en tout cas que les forêts tropicales sont les écosystèmes qui produisent le plus, mais il y a aussi les zones humides, marécageuses, qui stockent Hmm. beaucoup de biomasse. Par exemple, on peut penser aux tourbières qui vont stocker beaucoup de carbone dans le sol. Euh, ou, euh, ou après, dans le milieu marin, les récifs de corail vont également produire beaucoup de biomasse. Mais voilà. Alors, tu as utilisé un Voilà. mot, Oui. tourbière. C'est quoi une tourbière? Euh, Comment définir une tourbière? C'est un écosystème terrestre donc, qui est présent sur les continents, dont le sol est engorgé d'eau. Et donc, cet engorgement en eau du sol va faire que la matière organique produite va pas se dégrader. Enfin, elle va, comment dire, c'est pas qu'elle va pas se dégrader, mais elle va pas être rejetée dans l'atmosphère. C'est-à-dire que dans le cycle classique du carbone, par exemple, si vous prenez une forêt en France métropolitaine basique, d'année en année, le sol n'augmente pas de niveau. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équilibre. Chaque année, les feuilles vont tomber, par exemple. En tout cas, un certain nombre de feuilles vont tomber au sol. Et en réalité, il y a des décomposeurs, donc ça va être des insectes, des vers de terre, des bactéries. Et en tout cas, tout ça va faire qu'au bout d'un certain temps, le carbone qui constituait ces feuilles va être inspiré, va être rejeté dans l'atmosphère sous forme de CO2. C'est voilà, un cycle naturel du carbone dans un écosystème. Et en fait, dans les zones où le sol est engorgé d'eau, il n'y a pas d'oxygène, très peu d'oxygène dans le sol. Et donc, ça va bloquer la dégradation du carbone. Et donc, en fait, ça va créer des couches de tourbe, ce qu'on appelle la tourbe, hein, qui est en fait de la matière organique compactée. Et dans certaines tourbières d'Europe, on peut avoir des dizaines de mètres d'épaisseur de tourbe. Et tout ça, en fait, c'est majoritairement composé de carbone. Donc voilà, une tourbière, c'est un type de végétation qui se développe dans des zones humides, avec le sol qui est engorgé d'eau une grande partie de l'année, en tout cas, même la majorité de l'année. Maintenant que tu m'en parles, je crois que ça me dit quelque chose et j'avais cru lire quelque part que ça avait aussi quelque chose d'assez exceptionnel, les tourbières, dans le sens où c'était un environnement fermé, où il y avait des êtres vivants qui se développaient, euh, mais qui restaient dans cette tourbière, tant qu'on ne la détruisait pas, qui restaient dans cette tourbière pendant des milliers d'années, voire beaucoup plus longtemps, et que on retrouvait donc dans une tourbière des êtres vivants, des espèces qui n'existaient nulle part ailleurs sur la planète, et que si on allait dans la tourbière qui parfois était à 100 mètres de là, on retrouverait d'autres espèces, et pas du tout les mêmes, même si elles sont très proches, parce que les tourbières ne communiquaient pas. C'était finalement comme une île, en fait, une île qui est coupée Ouais. où les individus ne peuvent pas passer d'île en île, mais à une échelle beaucoup plus petite. Je ne sais pas Sur si tu avais vu des, ça. J'avoue que j'ai pas lu précisément ça, mais j'ai pas de mal à le croire, parce que c'est vrai que les tourbières sont connues pour être des écosystèmes avec des espèces vraiment inféodées à ces milieux-là. On va trouver uniquement dans ces milieux-là. Et donc, après tout, effectivement, si certaines tourbières sont déconnectées les unes des autres, je pense que avec le passage du temps, il doit y avoir des espèces qui peuvent se développer et voilà, devenir endémiques de certaines tourbières. Mais, Hmm. j'aurais pas d'exemple concret à vous donner. Oh Ça, non, je non, suis mais désolé. non, c'était comme ça, j'avais dit ça comme ça, mais il faut aussi savoir, je crois je pense qu'il y a beaucoup moins de tourbières qu'avant, non? Elles ont été exploitées, je me souviens plus trop pourquoi, mais En France, en tout cas, il y a eu un important déclin du nombre de zones humides. Dans les zones humides, on ne compte pas uniquement les tourbières, il y a également d'autres types. Mais, oui, en tout cas, depuis le Moyen Âge, voire peut-être même plus tôt, il y a un déclin important du nombre de zones humides qui ont été asséchées pour permettre le pâturage, par exemple. Mais pas seulement. Où il y avait aussi une question, je pense, un peu sociale de mauvaise représentation des zones humides dans l'imaginaire collectif, on peut dire. Et donc, c'était des lieux réputés insalubres, etc., qu'il fallait
à sécher si possible pour en faire des terres exploitables. Je pense qu'il y a, toute une histoire, en tout cas en France, d'assèchement et L'assèchement, de ouais. mise en exploitation de zones humides. Il y a aussi l'endiguement des grands fleuves, hein, sans les grands fleuves, quand ils sont pas endigués, avec les crues ou les variations du lit, ça crée des zones humides autour des grands fleuves. Et donc, comme l'homme a eu tendance à endiguer de manière à pouvoir construire des villes, par exemple, ou en tout cas de pouvoir un peu plus contrôler le paysage à ce niveau-là. Je pense qu'il y a eu un déclin des zones humides aussi lié à ça. Mais, Ok. J'ai quelques questions qui viennent du chat. Alors, je ne vais pas commencer par celles qui ont été postées en première parce qu'il y en a une qui est en rapport direct avec ce dont on parlait tout à l'heure. C'est est-ce qu'on peut redonner une définition de la biomasse? Peut-être que quelqu'un a raté la définition ou bien ne l'a pas compris. ouais. Et quel est l'impact de la déforestation sur la biomasse? Et donc, je pense que là, on parle de la biomasse végétale, je Et, pense. pour ce qui est de la définition de la biomasse, c'est la, le poids, entre guillemets, vraiment si on devait peser la quantité de plantes sur un mètre carré, par exemple, ça nous donnerait la biomasse de plantes sur ce mètre carré. C'est vraiment le poids que pèse un certain type d'organisme, donc par exemple des plantes, des animaux, des insectes, des bactéries. Si on devait, sur une zone donnée ou sur la Terre entière, hein, peser ces animaux-là, ces animaux, ces plantes, enfin, ces organismes, ce serait voilà, la masse que ça fait. Ensuite, il y a un peu différentes manières de le calculer, euh, enfin, de le mesurer. Il y a la biomasse brute, on peut le dire. Dans quel cas, si on veut mesurer la biomasse d'une plante sur un mètre carré de prairie, on va, par exemple, couper toutes les plantes qui se couvrent ce mètre carré et les peser directement. Et ensuite, il y a la biomasse sèche. On va faire la même chose, mais enlever toute l'eau que contiennent ces plantes, par exemple, pour pouvoir les peser. Euh, Comme les plantes contiennent beaucoup d'eau, il y a un écart assez important entre ces deux mesures. Pour ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on parlait vraiment de biomasse sèche, c'est-à-dire hors, Hmm, sans prendre en compte l'eau. Et d'accord. pour ce qui est de l'impact de la déforestation sur la biomasse, je ne saurais pas vous donner d'informations très précises sur le sujet, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les forêts, et notamment les forêts tropicales, c'est des types d'écosystèmes qui génèrent le plus de biomasse. C'est le bois, les arbres, le sol, les feuilles et le bois en décomposition, voilà, tous ces différents compartiments, au total, ça produit beaucoup plus de biomasse, donc de poids de matière organique chaque année, que par exemple une prairie ou voilà, d'autres types de milieux. Et donc on peut, je pense, sans prendre trop de risques, dire que la déforestation, et notamment dans les zones tropicales, réduit fortement la biomasse voilà, stockée Il y a une dans ces question milieux. qui est liée aussi. C'est quel impact de la déforestation sur la diversité botanique qui a été posée dans le chat. Euh, eh bien, comment dire, je pense que je vais avoir un peu du mal à vous répondre sur ce sujet-là parce que ça a principalement un effet, je pense, en zone tropicale et je ne suis pas vraiment spécialiste de la question. Mais je pense que ça a un impact très fort sur le nombre d'espèces présentes dans une zone, puisque les forêts tropicales humides, notamment, hein, c'est des écosystèmes qui présentent une très forte biodiversité, donc comment dire, un très grand nombre d'espèces. Et en général, quand les arbres sont abattus, quand il y a de la déforestation dans ces zones, c'est pour y implanter de l'agriculture, souvent de l'agriculture assez intensive. Donc ça peut être du pâturage ou, si on pense à l'Amérique du Sud par exemple, ça peut être des champs de soja ou peu importe. Et donc si on compare le nombre d'espèces avant, après, je pense qu'on va partir de ce qui est le plus élevé sur Terre, c'est-à-dire un nombre des milliers d'espèces dans une forêt tropicale humide, et on va passer à quelques dizaines d'espèces euh, pour ce qui est d'un pâturage ou d'un champ de monoculture, par exemple, de soja.
Voilà, si la transformation, c'est ça, je pense que là, on peut vraiment dire que ça a un impact très fort sur la biodiversité, en la réduisant, hein, même plus important. Euh, voilà, après, dans d'autres contextes, par exemple, si on regarde en France, actuellement, la quantité de forêt a plutôt tendance à augmenter. Et ça peut être une menace pour certaines espèces de plantes qui sont au contraire inféodées au pâturage extensif, par exemple. Notamment dans le sud de la France, il y a certaines espèces de plantes qui sont liées plutôt aux espaces ouverts, qui sont menacées par la déprise agricole, du fait qu'il y a de plus en plus de forêts dans le sud de la France. Donc voilà, je pense que selon la zone géographique à laquelle on s'intéresse, la réponse à la question peut être différente. Mais ouais, je pense que souvent, quand les gens pensent à la déforestation, on pense plutôt à la déforestation en zone tropicale. Donc voilà, pour ça, la réponse est assez claire. Alors, normalement, on avait fixé le temps de notre live sur 30 minutes. Je ne me suis pas du tout rendu compte, mais c'est passé super vite. Peut-être une dernière question que j'ai oubliée tout à l'heure de Johan sur le latex. Parce qu'il y avait une autre question, Oui, c'était les moyens de protection des plantes contre les herbivores. Et sur cette question-là, il y a pas mal de gens qui ont eu du mal à répondre à la question. Principalement sur la question, sur la réponse qui concernait d'engager des mercenaires pour se protéger. C'était une façon de ouais. parler, tout le monde l'a deviné, je pense. Mais il y avait une autre bonne réponse qui portait sur le latex. Et Johan se demandait si les plantes pouvaient produire autre chose que ce qu'on appelle le latex pour se protéger donc chimiquement finalement contre les herbivores. Oui, tout à fait. Je pense que alors le latex, en tout cas pour ce qui est des espèces de plantes qu'on trouve en métropole, en France métropolitaine, je veux dire, c'est voilà, ça va être une sorte d'innovation qui a eu lieu dans certaines familles de plantes, notamment la famille des euphorbes, je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, caractérisée par la présence de latex. C'est-à-dire que toutes les plantes de cette famille possèdent un latex. Il peut être blanc, légèrement jaune. Il peut y avoir, voilà. C'est pas exactement le même latex, mais en tout cas, toutes les espèces de cette famille produisent du latex. C'est un peu une innovation qui a eu lieu au cours de l'évolution pour leur permettre de se défendre contre des herbivores, des prédateurs, hein, on peut dire ça comme ça. Mm. Mais dans d'autres familles, il y a eu d'autres innovations. Par exemple, la famille des brassicacées. Il y a par exemple le chou ou des plantes comme ça. Euh, c'est un autre type de substance qui sécrète, qui s'appelle les glucosinolates. Bon, c'est la formulation chimique. Quel nom Et barbare. tout à fait. En tout cas, c'est quand vous coupez du chou, c'est un peu ce type d'odeur. Je ne sais pas si les gens vont voir de quoi je veux parler, mais même dans la nature, je veux dire, il y a les plantes de cette famille, quand on frotte leurs feuilles, émettent une odeur, ouais, un peu, je sais pas, si on peut dire un peu soufrée, en tout cas, qui est bien caractéristique. Et toutes les espèces de cette famille-là vont avoir pas tout à fait la même odeur, mais en tout cas une odeur voilà, qui se reconnaît très nettement. Et il me semble que cette substance-là, à la base, c'est aussi voilà, quelque chose qui Un rend répulsif, hein. tout à fait. Ouais. Je ne sais pas exactement si D'accord. c'est un répulsif ou si ça empoisonne les herbivores, moi, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est aussi un mécanisme de défense à ma connaissance. Ce qu'on Et, appelle le latex, pour le coup, par contre, c'est vraiment quelque chose qui peut s'avérer être toxique si on l'ingère ou ouais, si il me ça semble, touche ouais. notre peau. Ouais, ok. Pour, c'est pas très toxique en tout cas, je veux dire, pour le latex, je pense au latex des euphorbes parce que c'est les espèces les plus communes en France métropolitaine qui possèdent du latex. Je pense pas que ce soit très toxique, mais c'est probablement pas voué à défendre les plantes contre des grands mammifères comme nous, mais plutôt contre Hmm. des petits insectes, enfin voilà, c'est-à-dire leurs prédateurs réels au quotidien. Mais En parlant de petits insectes, du coup, on va peut-être aborder la réponse euh, concernant cette question-là, le fait d'engager des mercenaires. Lorsqu'on a écrit ce quiz, en parlant de mercenaires et d'engager des mercenaires, en fait, on parlait au concept de symbiose.
Donc Yann, peut-être que tu peux nous parler un petit peu plus, parce que cette question, on l'avait conçue ensemble. Peut-être que Oui. tu peux nous parler un petit peu plus de ce qu'on avait en tête. Enfin, c'est vrai que c'était mon Ouais, idée, mais tout tu à avais fait. approuvé, en parlant des Euh, mercenaires. eh bien, peut-être que tu peux montrer la photo de l'acacia. Oui. En fait, voilà, j'ai pas énormément d'exemples en tête, mais c'est vrai il y a donc au cours du temps, enfin, de l'évolution des espèces, il y a eu une coévolution entre bien sûr les plantes et les insectes qu'il y avait dans le même milieu, etc. Et donc certaines plantes et certains insectes notamment ont évolué ensemble et ont trouvé des stratégies qui peuvent surprendre. Là, la photo que vous voyez, c'est une espèce d'acacia qui pousse au Mexique. Et comme vous voyez, euh, les épines de l'acacia présentent une petite loge, un trou vers que vous voyez là en haut de l'épine sur la photo. Et en fait, ça sert de refuge à je crois qu'il y a plusieurs espèces de fourmis qui peuvent utiliser ces loges-là. Et en fait, quand l'arbre pousse, les fourmis vont à un moment rencontrer l'individu, enfin rencontrer cette espèce, et donc élire domicile, entre guillemets, dans ces épines creuses. Et, euh, et en fait, la relation, un peu le contrat qu'il y a entre l'acacia et l'espèce de fourmi, c'est que les fourmis donc, ont le gîte et le couvert, c'est-à-dire qu'elles logent dans ces épines creuses, et l'acacia, en plus de leur fournir du nectar pour les nourrir. Et par contre, en échange, les fourmis vont défendre l'arbre contre les herbivores. Et par exemple, si c'est des gros herbivores, comme elles sont présentes sur tout l'arbre, sur les feuilles, elles vont pouvoir le piquer dans la bouche quoi, pour repousser les herbivores. Et pour ce qui est de petits insectes herbivores, elles vont aller, les, aller les chasser de l'arbre. Donc voilà, il y a des relations un peu de ce type-là qui peuvent exister. Je sais qu'il y a d'autres exemples, mais celui-là, je pense, c'est le plus parlant et on voit réellement une adaptation de la morphologie de la plante pour Ouais. permettre d'héberger voilà, une espèce d'insecte. Je trouvais que c'était assez parlant comme... Ah oui, carrément, c'est vraiment très parlant. Alors peut-être qu'on avait exagéré, peut-être que j'avais exagéré en mettant le terme engagé des mercenaires. C'est une Et façon, c'est peut-être pour ça que les gens avaient du mal à, romancée de le présenter, je pense. En tout cas. peut-être un peu romancer, c'est vrai. En même temps, quand tu montes ce genre de loge pour accueillir des fourmis sur les acacias, j'ai du mal à ne pas romancer la chose. Bah écoute Yann, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé de 8 minutes le temps qu'on s'était fixé à la base et on va libérer tout le monde. En conclusion, je voulais rappeler que la semaine prochaine, donc je l'avais dit au début, mais il y en a peut-être qui n'étaient pas là au début. La semaine prochaine, on va parler d'astronomie et de l'espace, mais le quiz concernant l'astronomie et l'espace, on va le lancer dès ce soir. Donc là, si vous revenez dans une demi-heure sur le site Écosciences Sud, vous allez sûrement trouver un article de Didier d'encre qui vous présente le quiz sur l'astronomie et l'espace et vous pourrez tester vos connaissances et peut-être apprendre pas mal de choses sur ce sujet. Et ensuite, on va suivre le même emploi du temps. On aura des conseils lecture sur la thématique de l'astronomie, puis on aura un atelier tuto qui sera cette fois préparé par Nicolas. Vous savez, c'est celui qui m'envoie vos questions là depuis tout à l'heure. Et enfin, Nicolas s'occupera aussi de faire un fameux live sur mesure en rapport avec les questions du quiz. Et vous pourrez de nouveau poser des questions à un spécialiste de la question. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à très bientôt parce qu'on risque de se revoir très vite. Et Yann, surtout, je te remercie d'avoir pris le temps de venir papoter avec moi et répondre aux questions des gens concernant ce quiz et de m'avoir un peu aidé aussi à concevoir tout ça parce que tu y as mis un peu du tien aussi, il faut De le dire. rien, c'était avec plaisir. Et bah salut, un de ces quatre Yann, et à bientôt tout le monde. À bientôt Simon et à bientôt tout le monde.